Aujourd'hui, je tends le micro à Émilie Filiol, plus connue sous le nom de Coach Ta Boutique. Émilie a un parcours de vie hors du commun, fait de rebonds, de défis et de choix audacieux qui l'ont amenée à créer un univers dédié aux commerçantes qu'elle accompagne aujourd'hui avec passion. Nous nous sommes rencontrées toutes les deux dans un mastermind et tout de suite le courant est passé. Dans cet épisode, vous allez découvrir son histoire atypique, les coulisses de sa mission auprès des commerçantes et de comment elle a transformé chaque épreuve en moteur pour avancer. Installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer par le parcours d'Émilie Filiol. Bonjour Émilie, bienvenue dans Les Audacieuses. Merci Sandy, je suis ravie d'être là. Eh bien écoute, merci à toi. Pour celles qui ne te connaissent pas encore, moi j'ai pu faire ta présentation. Est-ce que toi, tu veux bien te présenter avec tes propres mots? Alors, je suis donc Amy du compte Instagram Amy Ta Coche Boutique. Je suis aujourd'hui la fondatrice d'un programme qui s'appelle Les Reins du e-commerce. Et moi, j'ai eu des boutiques pendant plus de 20 ans. Donc, j'ai vibré, respiré boutique pendant plus de 20 ans puisque j'ai ouvert ma première boutique, j'avais 18 ans. Et aujourd'hui, de toute cette expérience, de tout ce que j'ai vécu, parce que j'ai vécu toutes les situations qu'une commerçante peut vivre, je crois, aujourd'hui, ben, j'en ai fait finalement un programme et des accompagnements où maintenant c'est moi qui secoue les boutiques des autres. C'est super. Si on était toutes les deux autour d'un café ou comme quand on s'est rencontrés autour du mastermind dont on fait partie, comment tu Mhm. me raconterais ton histoire de femme et d'entrepreneur? Eh bien, la première chose que je te dirais, c'est que moi, je viens vraiment d'une famille d'entrepreneurs. C'est quelque chose qui me caractérise puisque ça a vraiment été pour moi la chose à faire. Je savais même pas qu'on pouvait être salarié en fait, finalement. Parce que tout le D'habitude, monde... c'est l'inverse. Toi, tu étais dans la situation opposée. Moi, opposé, tout le monde avait des boutiques, tout le monde avait sa société, des entreprises, etc. Donc on peut se dire que ça peut être un avantage. On pourra peut-être en discuter. Je pense pas que ce soit forcément un avantage de devenir entrepreneur au sein d'une famille d'entrepreneurs. Parce qu'il y a des facilités forcément que l'on a qui sont pas forcément les bonnes. Et j'ai un parcours atypique puisque je crois qu'il y a quelque chose qui me caractérise, c'est un peu la résilience. J'ai vécu des situations et des événements qui font aujourd'hui ma force et la femme que je suis aujourd'hui. Et j'adore raconter ces expériences-là parce que potentiellement, il y a des gens qui vont un petit peu se reconnaître dans ce parcours-là ou alors se dire, oh, mais dis donc, et moi qui dois me plaindre, qui me trouve des excuses, ben en fait, finalement, ça peut être le début de quelque chose, ça peut être un cadeau mal emballé pour aller plus loin, pour écouter en tout cas notre intuition, aller vers des secteurs qui nous font envie. Du coup, non, moi je la connais un peu, ton histoire, on a eu l'occasion d'en parler et ce qui m'a fait rire, c'est qu'on a eu l'exercice et ça fait partie des questions que je pose, c'est ton parcours, clairement, il est digne d'un film. Si tu veux nous faire un petit spoiler, tu lui donnerais quoi comme titre? Il y a, en fait, je peux faire vraiment une trilogie d'une série complète avec des titres. Je dirais comment une femme entrepreneur peut vivre autant de choses dans sa vie qui n'ont rien à voir avec le business et s'en servir pour le business. Ouais, c'est C'est-à-dire bien que résumé. ouais, j'ai vécu un ouragan, j'ai vécu un attentat, j'ai vécu une prise d'otage. Il y a eu des parcours comme ça que j'ai eu et on me disait non et finalement ça a été un oui parce que je suis un petit peu têtue et déterminée comme personne. Donc en fait, tant qu'on y croit, tant qu'on sait où on va, tout est possible. Vraiment. Ouais. Et si tu devais associer tout ça finalement à une émotion, laquelle te viendrait spontanément? Alors l'émotion, en fait, l'émotion vraiment, je crois que ce qui me caractérise, et tu m'as rencontré, c'est mon extrême positivité. C'est clair. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, je me dis, bon, ok, pourquoi ça n'arrive qu'à moi, ou pourquoi ça arrive là maintenant? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Et quelle est la chose positive que je dois en tirer? Un peu le cadeau mal emballé que je te disais tout à l'heure. Donc vraiment, l'émotion là qui me vient. C'est mon extrême peut-être optimisme et la positivité qui me caractérise. C'est pas faux. On peut très bien dire les aventures d'Émilie
Et finalement, effectivement, ça ne veut pas dire que tu ne prends pas le temps de digérer, parce qu'il y a toujours, quand on se prend les cadeaux mal emballés, et, on en a tous plus ou moins. Donc dans ton cas, il y en a quand même eu beaucoup. Oui. Sur le coup, il y a quand même besoin de digérer, de prendre conscience de ce qui s'est passé, accueillir les émotions. Mais par contre, après coup, de se dire, ok, ben en fait, finalement, ça m'est arrivé. Qu'est-ce que je peux en faire pour que ça devienne une force ou en tout cas des ressources pour me dire, bah, finalement, rien ne peut m'arrêter. C'est un peu l'exemple que j'ai de toi, c'est de te voir avec ton objectif et de dire, bah, de toute façon, il peut se passer tout ce qu'il veut. Peu importe, en tout cas, j'avance et je sais où je vais. Et ça, je trouve ça assez fou de ta part. Oui, c'est exactement ça. Tu as bien résumé. Quelle petite fille tu étais? Et est-ce qu'on retrouve un petit peu de la petite Émilie dans la femme d'aujourd'hui que tu es ou la femme entrepreneur que tu es aujourd'hui? Le mot qui viendrait pour me caractériser, c'est le mot que j'ai toujours entendu quand j'étais petite, c'était vraiment la chipie. Mais je pense que ça, c'est quand on est né dans les années 80, il y avait un petit peu ce mot de chipie qui était là. Moi, j'étais très extravertie, vraiment petite, et je le suis encore aujourd'hui, même si je pense que j'ai aussi une timidité qui est derrière. Et j'ai toujours entendu de la part de mon papa que je faisais trop de bruit, que je rigolais trop fort, qu'il fallait jamais se faire remarquer. Donc t'imagines si je l'avais écouté, je crois que je n'en serais pas là aujourd'hui. Et c'était surtout parce que j'étais la seule fille. Moi, je suis l'aînée de quatre garçons. Ouais. Forcément, j'ai vécu un petit peu ce sexisme un peu familial où, voilà, comme je suis la seule fille, il a fallu aussi que je me batte avec mes armes. Et donc, j'étais vraiment un peu garçon manqué là-dessus aussi, parce que j'avais envie d'être la plus forte, j'avais envie qu'on m'entende. Du coup, le côté très volubile de cette petite fille qui potentiellement montait sur la table pour danser et faire le show. J'imagine. Voilà. Alors que là, aujourd'hui, oui, je peux danser sur la table et faire le show, mais je préfère être sur scène avec un micro. Donc, il Oui. y a quand même une résonance. Ouais. Donc du coup, il y a quand même des côtés de ta personnalité petite fille. Il a fallu que tu trouves ta place, que tu te fasses entendre. Et aujourd'hui, tu continues et c'est des qualités que tu as développées finalement. Exactement. Alors ton parcours, il est vraiment atypique. Qu'est-ce qui t'a amené du coup pas après pas vers ce monde du commerce et de l'accompagnement des boutiques en fait? Est-ce que tu veux nous reparler de ton parcours et de comment tu y es arrivé? Je pense que j'ai appris à compter déjà dans les commerces de mes parents. Donc en fait, je suis née dans les commerces, j'ai appris à compter dans les commerces et quand j'ai eu 18 ans, l'âge légal en France pour être commerçante, j'ai ouvert ma première boutique. Et pour moi, c'était facile, même presque intuitif d'ouvrir ma boutique puisque je ne savais faire que ça selon moi. Donc ce parcours-là, enfin ce début de vie en tout cas, a été extrêmement simple. Après, là où il a fallu que je m'en détache, c'est que on devient entrepreneur, ok? On apprend à être entrepreneur même quand on vient d'une famille d'entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas la même entrepreneur que mes parents. Je n'ai pas les mêmes qualités, les mêmes facilités, les mêmes envies. Et très vite, je me suis détachée de ce commerce que je connaissais, qui est un commerce saisonnier du sud, où on ouvre 6 mois de l'année, où nos clients, ce sont des touristes. Et moi, très vite, puisque je suis très fan et très sensible à la mode, au tapis rouge, la Fashion Week. Je suis un petit peu la génération de Sex and the City où je voyais Carrie Bradshaw se balader à New York avec des tutus et un t-shirt J'adore Dior. Très vite, j'ai su que je voulais ouvrir des boutiques dans le luxe. Et pour moi, le luxe, c'était Paris, c'était le bon marché, c'était LVMH. Et j'ai réussi à me faire embaucher là-bas pour avoir une expérience dans le luxe parce que je savais que je voulais ouvrir des boutiques dans le luxe. Et ça a été mon expérience de salarié, j'en ai pas eu beaucoup, j'en ai eu deux, trois, mais qui ont toujours été là pour le après parce Eh que oui. je savais où j'allais. Donc j'ai fait cette expérience chez LVMH, le bon marché. Ensuite, j'ai beaucoup voyagé. J'ai habité à New York, en Australie, en Nouvelle-Zélande, parce qu'il me manquait l'anglais dans cet univers du luxe où tu es obligé aujourd'hui d'être bilingue. Et ensuite, j'ai ouvert mes boutiques dans le luxe aux Antilles, Saint-Martin, Saint-Barth, tout ce qui était très très luxueux. J'ai continué mon petit bonhomme de chemin. J'ai eu 8 boutiques en l'espace de 7-8 ans. Waouh. Et Irma est arrivée en 2017, a détruit toutes mes boutiques en une seule nuit. Donc je m'en souviendrai, septembre 2017, un sacré changement. Moi, j'en ai vécu beaucoup des ouragans. Celui-ci, c'était vraiment une fin du monde. C'était vraiment Ouais. quelque chose incroyable qui nous est tombé dessus.
Et quand on a tout perdu, qu'on a perdu bah, déjà une vie qu'on s'était construit à l'autre bout du monde sur une île et ses boutiques, bah, il y a un peu ce côté mince, qu'est-ce qui se passe? Je suis très malheureuse, mais en même temps, il y a aussi ce côté, oh, mais quelle chance, je vais pouvoir recommencer à zéro, mais réellement à zéro là. C'est-à-dire, je n'ai plus rien. Ouais. Et quand T'as on en... pas eu peur? Ben non. Non, parce C'est que fou ça. quand on réussit une fois, on peut réussir deux fois, on peut réussir trois fois. Voilà, si demain tout s'arrête pour moi, bah, je l'ai déjà construit une fois, donc je connais les codes, et peut-être même que je vais le construire mieux, sur de meilleures bases, et peut-être même un peu plus vite en plus. Pas Donc faux. il y avait vraiment ce côté-là, chez moi, très résilient. Donc je suis arrivée en France, j'ai pas déménagé tout de suite en France, j'ai quand même mis un tampon entre la France et les îles. J'ai d'abord atterri à Majorque, dans les Baléares, où j'ai vécu pendant 2 ans. Ensuite, retour en France, et je tombe enceinte. Je tombe enceinte alors que dans mon parcours de vie, on m'a toujours dit que je ne serais jamais maman. Je suis atteinte d'endométriose assez sévère. Pour les femmes qui nous écoutent, j'ai en plus un utérus rétroversé, enfin, toute une histoire. Et on m'a toujours dit, bah, la maternité, tu oublies, ça ne sera jamais toi. Donc moi, j'avais vraiment fait une croix sur cette maternité-là. Et je tombe enceinte alors que je suis en France, dans le sud, près T'avais des quel places, âge? 38. 38 ans. Donc vraiment la maternité, j'avais oublié. Je m'étais dit, bon bah, je serai une super belle maman, ou alors j'adopterai. On peut être maman d'une autre manière, mais en tout cas, je ne porterai pas la vie. Et le fait est de tomber enceinte, ça a complètement bouleversé bah, mes plans, d'avoir des boutiques, d'être à fond, un peu carriériste sur les bords, mais un peu aussi à prouver, je pense aussi beaucoup de choses. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, je veux faire autre chose, mais quoi? Et la chance, pour beaucoup d'entre nous, ça a été le cas, ça a été le confinement, ça a été cette période où on ralentit, et on ralentit pour un peu plus s'écouter. Et moi, dans mon secteur d'activité, les boutiques, bah, les boutiques, elles étaient fermées. Oui. Elles étaient fermées, donc elles avaient besoin d'une expertise de comment je peux communiquer en étant fermée, comment me comporter sur les réseaux sociaux, comment générer du chiffre d'affaires. Et finalement, toute l'expérience que j'ai eue pendant 20 ans, où moi, très vite, je me suis mise aux réseaux sociaux, j'ai compris qu'il y avait une carte à jouer là-dessus, et j'avais pris le train du marketing digital très rapidement, ben, je suis tout simplement passée en coulisses, car un jour, pour la petite histoire, mon papa, donc à l'époque il avait 62, 63 ans, m'appelle en me disant, Émilie, faut que tu m'expliques les réseaux sociaux, faut que tu m'expliques l'algorithme Instagram. Et là, je me suis dit, non mais attends, si un vieux commerçant de 62 ans veut que je lui explique Instagram, comment communiquer sur les réseaux sociaux, je pense que la terre entière peut le faire, sachant qu'on parle d'un commerçant qui fait ses comptes sur un cahier aujourd'hui encore. Ouais. Et j'ai vu une opportunité. Et j'y suis allée directement dessus. J'ai accouché en octobre, j'ai eu ma première cliente, j'étais à la maternité. Je lui ai dit, bon, je viens d'accoucher, je te signe, c'est OK, mais on commencera l'accompagnement dans 3 mois. Et ça a démarré comme ça. Ouais. Donc vraiment, c'est toutes les expériences et la vie qui t'y a amené et un peu ton papa, du coup, merci papa, Merci, papa. Exactement. d'avoir manifesté et osé te demander de l'aide finalement. Il était dans sa boutique, c'était quoi? Enfin, c'est quoi? Parce il l'a Il y encore? avait 3 boutiques de vêtements, une à Saint-Martin dans les Antilles et deux autres à Majorque. Et c'était fermé, c'était fermé. Eh ben, le monde entier était du coup en fermeture. Et il avait quand même besoin de payer son loyer, il avait besoin de vivre tout simplement. Et donc du coup, voilà, il a appelé sa fille à l'aide, qui était très très à l'aise avec les réseaux sociaux. Et moi, je les utilisais beaucoup pour mes boutiques, les réseaux sociaux, pour faire venir des clients, pour me faire connaître, pour la notoriété. Donc voilà, donc j'ai pu lui expliquer via Zoom. Donc il a aussi découvert Zoom, comment on faisait pour communiquer. Et ça a été finalement l'un dans l'autre mon premier coaché, mon papa, si on y pense. Oui, c'est vrai. Ouais. Et c'est bien parce que pendant cette période, ça a ouvert plein d'opportunités, même si, bon, le Covid, on va pas dire que c'était quelque chose de positif, mais comme toute expérience, on peut en faire quelque chose de positif. Il y a eu énormément de boutiques qui ont mis en place les click and collect, les choses comme ça, des choses qui avant n'étaient pas imaginables ou alors très nichées. Finalement, ça a ouvert des perspectives qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Donc, quelque part, ça a fait accélérer certaines choses et toi, tu as eu le filon de dire, ben, ok, ben, les boutiques, on va les former parce qu'elles en ont besoin. Donc, le flair, comme on dit.
Me plaire, c'est ça. Et puis si j'avais pensé que le commerce allait être comme il est aujourd'hui, quand j'ai commencé il y a 20 ans, je l'aurais jamais cru. En Mm. fait, aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent quand même d'être vus, d'attirer des gens à nous et les bonnes personnes à nous. Moi, quand j'avais envie de me faire connaître, ben, je devais imprimer des flyers, je devais aller sur la place du marché, distribuer le maximum de flyers pour que les gens viennent dans ma boutique. Aujourd'hui, tu ouvres un compte Instagram, Facebook et tous les outils que l'on a pour que les gens puissent te voir, te connaître et savoir où tu te trouves. Donc on est quand même dans une ère qui est très chouette pour le commerce, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ouais. Tu m'as parlé de ce qui se passait à l'étranger que moi je connaissais pas du tout. Là, le principe de montrer à vitesse grand V les produits aussi, de pouvoir que les gens achètent en fait sans qu'il y ait ça a un nom ça. Enfin, est-ce que tu peux nous Les en dire plus? live- Parce que moi ça m'a scotché cette histoire, je connaissais pas. Alors moi j'aime beaucoup les live shopping. Les live Live shopping c'est shopping. vraiment aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué pour les gens de se déplacer parce qu'ils ont plus le temps, parce que les centres-villes pour se garer, pour voilà y a plus le temps. Moi par exemple je suis maman solo, c'est très compliqué pour moi de faire du shopping physiquement dans des boutiques si mon fils n'est pas à l'école. Être avec shopping avec son enfant dans les cabinets d'essayage, je vous conseille pas. Non. Donc du coup, le live shopping, c'est vrai que c'est cool parce que ça nous permet d'être en live avec quelqu'un, on va lui poser des questions et les boutiques créatrices aussi vont du coup te montrer les articles, vont répondre à tes questions, vont se mettre en situation, vont potentiellement aussi te donner des conseils et des astuces là-dessus. Et peu importe ton âge, tu peux avoir 18 ans comme moi j'ai une coachée qui a 67 ans, Marie-Christine, qui est née avec la télé en noir et blanc et qui fait des live shopping toutes les semaines. Ça te permet de générer du chiffre d'affaires, ça te permet de travailler de la maison, ça permet de faire beaucoup de choses. Donc oui, c'est un format qui vient de Chine, comme à peu près tout finalement. Et eux, en Chine, ouais, ils montrent des articles en 2 secondes, les gens cliquent, achètent, enfin, c'est assez incroyable. C'est à l'extrême là, comme À d'habitude. l'extrême, ouais. Est-ce qu'il y a une cliente ou une expérience qui t'a particulièrement marqué et qui t'a confirmé que tu étais à la bonne place? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit waouh, c'est vraiment ça mon truc? En fait, je pourrais même pas dire une cliente ou une coachée, je pense toutes. Je suis tellement en lien avec elles de voir leur changement de vie professionnelle, mais qui impacte aussi leur vie personnelle, évidemment. Car quand une femme commence à prendre conscience de son pouvoir et confiance aussi en elle, mais il y a tous les aspects de sa vie qui changent. Et ça fait du bien de voir des gens qui s'autorisent à briller qui s'assument, qui ont des projets. Là, par exemple, je parlais de Marie-Christine, 67 ans. Elle a une boutique en ligne depuis 8 ans. Il y a Ouais. 2 jours, elle a signé pour une boutique physique. Elle a 67 ans, elle a encore des rêves. Elle vient de signer pour une boutique physique de 80 mètres carrés où elle va ouvrir sa boutique. Rêve qu'elle avait depuis toujours et qu'elle a pu du coup, qu'elle peut aujourd'hui faire parce qu'elle a suivi une formation, parce qu'elle a eu cette volonté de se former, d'apprendre et de se remettre en question. Donc, moi, je suis de toute façon absolument comment dire, conquise, ravie d'être à ma place, parce que je suis inspirée tous les jours par les gens que je rencontre et ces boutiques qui sont incroyables, et ces femmes qui sont incroyables. Oui, c'est ça, c'est-à-dire de se dire, bah, en fait, il n'y a pas une date de fin comme on pourrait nous faire croire. De plus en plus, en fait, la vie, elle est longue. Il n'y a pas d'âge pour se réinventer et pour oser se lancer, quoi. Tant qu'on y Ouais. croit et qu'on a l'énergie de le faire, faut y aller. En tout cas, c'est un beau partage, en tout cas, pour toutes celles qui pourraient croire que la vie s'arrête à 60 ans. Exactement. Est-ce que cette reconversion, enfin ton métier, en fait, que tu as aujourd'hui, ça t'a appris quelque chose sur toi en tant que femme? Alors, en tant que femme, oui, oui, en fait, que toutes les expériences que j'ai eues, de la plus petite à la plus grande, ont une résonance aujourd'hui dans ma vie de femme, dans ma vie aussi de maman aujourd'hui. Là, ce qui me vient, mais parce que avec le parcours que j'ai, vous allez comprendre, moi, je pense que je suis une meilleure entrepreneur depuis que je suis maman. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout la même entrepreneur. Je suis plus productive, je suis plus patiente, je priorise les choses, j'ai beaucoup plus de lâcher prise. Et finalement, dans ce parcours que j'ai eu, dans toutes les expériences que j'ai eues, la meilleure leçon business pour moi, c'était la maternité, vraiment. Et c'est tellement drôle de me dire que j'ai été entrepreneur toute ma vie,
mais que je me sens entrepreneur depuis que je suis coach et mentor business à aider les autres, en fait. Là, je me sens vraiment entrepreneur. Donc finalement, est-ce que c'est pas ça le truc? C'est d'aider les gens à performer, d'aider les gens à se sentir bien, d'aider les gens à briller, qui fait que nous, en tant que femmes aussi, moi, je trouve en tout cas que je m'autorise à briller, je m'autorise à, en ce moment en plus, à sortir du placard, à accepter des interviews en podcast, à prendre des masterminds, voilà, pour l'année et rencontrer des personnes comme toi. Moi aussi, je crois que j'étais très très en coulisses ces dernières années et je crois que là, mon métier est de voir ces personnes briller, ça m'a donné encore plus envie de briller. Bah, ça fera par ricochet en fait. Exactement. Tu nous as dit que l'entrepreneuriat, enfin en tout cas, tu es dans une famille de commerçants. D'habitude, je demande qu'est-ce qui fait le déclic de dire je me lance en tant que, en tant qu'entrepreneur. Dans ton cas, du coup, tu étais déjà dans cet univers très présent, etc. Et tu nous as dit que c'était pas si facile que ça. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus de comment tu as osé, du coup, continuer à aller dans ce domaine-là ou peut-être que tu aurais pu faire volte-face et te dire, bah non, mais en fait, moi, je prends le contre-courant de tout ce que tout le monde fait dans ma famille pour pouvoir bah, en fait exister tout simplement avec quelque chose de différent. En fait, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, c'est-à-dire que les gens ont souvent choisi à votre place certaines choses, s'imaginent un parcours pour vous qui n'est pas forcément fait pour vous. Et ça a été un petit peu ça pour moi, où voilà, moi, j'ai une famille qui ont des boutiques saisonnières, avec un certain standing, qui ont une manière de travailler, qui ont Tes une, frères aussi, je te coupe, mais tes frères aussi sont commerçants, tout le monde est commerçant. Oui, donc vraiment. une vraie mafia sudiste. D'accord. Donc, c'est ma famille est commerçant, nos amis sont commerçants, mon entourage est commerçant. Voilà, c'est vraiment, on ne parle que business tout le temps, à table. J'appelle mon papa pour lui demander comment ça va, il me parle de business. Alors que moi, je veux juste savoir comment ça va. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Et en fait, c'est pour revenir, c'est vraiment le parcours que les gens pensent que tu devrais suivre parce que ça a été le leur. Et du coup, toi, tu ne vas pas aller sur ce chemin-là, tu vas aller dans des chemins de traverse. Ce qui a été mon cas. Moi, je suis un peu le vilain petit canard dans la famille, puisque j'ai ouvert les boutiques comme je le souhaitais, pas forcément dans le domaine où tout le monde a ouvert des boutiques dans ma famille. Et aujourd'hui, je fais un métier qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de vous dire ce que je fais dans la vie. Mais vraiment incapables. Parce que pour eux, avoir un commerce, avoir une boutique, c'est tellement instinctif, c'est tellement naturel, c'est tellement normal, qu'ils ne comprennent pas que des gens ont le besoin d'être accompagnés là-dessus pour apprendre à avoir une boutique, etc. Donc c'est très très drôle. Et du coup, évidemment, ben, ça peut être des remarques, ça peut être des choses, et moi je suis toujours en train d'expliquer, toujours en train d'éduquer, toujours en train d'avoir beaucoup de lâcher prise là-dessus et de les laisser parler. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, à plus de 40 ans, je suis assez tranquille avec ça. Quand j'avais 20, 25, 30 ans, le fait est qu'on me fasse des remarques là-dessus et que j'étais peut-être une femme un peu plus impulsive, ça se passait un petit peu moins bien, pour être très honnête. Les dîners devaient être sympathiques dans la famille. Tu as tout compris. Du coup, tu as un parcours de vie qui est riche. Ça n'a pas toujours été facile. Est-ce qu'à un moment, tu as eu des peurs que tu as dû apprivoiser pour oser en fait continuer à avancer là où tu avais envie d'aller ou pas? La seule peur, c'est quand je suis devenue maman, parce que j'ai toujours pensé à ma pomme. Et aujourd'hui, ben, je ne pense pas qu'à moi, je pense aussi à mon fils, à être présente pour lui, à lui laisser quelque chose en patrimoine, etc. Donc il y a ce côté où en plus je suis vraiment maman 100% solo, où si c'est pas moi, c'est personne d'autre en fait. Mm. Donc je pense qu'il y a une petite angoisse, une petite peur là-dessus, même si je me fais confiance, je fais confiance en mes capacités et c'est ok. Mais oui, il y a une petite angoisse. Je suis pas une personne très angoissée, vraiment pas. Par contre, depuis que je suis maman, alors paraît-il que c'est normal, mais qu'est-ce que je suis angoissée, mais mon Dieu. Donc, Rappelle-moi son âge. il a 4 ans et demi. Oui, bah tu verras à l'adolescence. Voilà. Ce n'est pas terminé. Non. Et du coup, bah, je découvre du coup les angoisses depuis 4 ans et demi. Mm. Et heureusement que je les découvre et que je suis assez mature aussi pour les digérer, les accepter. Et voilà, mais voilà, c'est peut-être ça qui me vient là en premier. Ouais.
C'est normal, je te rassure. À l'adolescence, j'étais hyper flippée parce que les problèmes sont un peu plus conséquents selon les fréquentations, ce qui peut se passer, etc. Tu vois, toutes les addictions qui existent, hein, surtout quand tu as des garçons. Et j'ai une maman qui m'a joliment dit, avoir un enfant, c'est accepter d'avoir ton cœur qui se balade à l'extérieur de ta poitrine. J'ai dit, oui, bah, je pense que tu as tout bien résumé, ça me parle. Et du coup, c'est vrai que quand je vois des mamans angoissées, je leur dis, ouais, mais t'as signé maintenant, c'est pour la vie. Donc Exactement. voilà. Bon, tu nous as parlé de ton entourage qui, bon, t'a soutenu, mais en même temps comprend pas trop. Est-ce qu'à un moment, tu as quelqu'un qui t'a dit non, mais en fait, là, la manière dont tu fais et tu t'y prends, c'est pas du tout raisonnable ou c'est pas le bon chemin, tu es en train de te tromper? Est-ce qu'on t'a soutenu quand même globalement ou est-ce qu'on t'a quand même essayé de te faire remettre dans ce qu'ils connaissaient et ce qui les rassurait? Alors, j'ai un caractère qui est assez fort, du fait est d'être l'aîné de quatre frères. Donc, je pense que je me suis forgé un caractère où j'ai beaucoup de répondants. Même si je prends vraiment les conseils, je suis vraiment dans l'écoute. Après, c'est aussi la personne, comment elle donne son conseil. Voilà, un conseil qui n'est pas demandé, notamment. Donc, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit c'est une fausse route, la manière dont tu t'y prends, c'est pas la bonne manière. Parce qu'elle aurait jamais osé de me dire ça, en fait. Je pense que je la retourne comme une crêpe. En fait, les gens ont peur de toi, tu es en train de me dire. Un petit peu. Que non, vraiment pas. Par contre, la seule chose que moi, j'ai demandé, c'est avoir du soutien en tant que femme et maman solo qui a envie d'avoir un impact dans la vie des gens et dans leur business. Du coup, voilà, par exemple, là, j'ai investi dans un mastermind où on s'est rencontrés. Il faut que je me déplace 4 fois dans l'année sur des petits week-ends de 2, 3 jours. Je suis maman solo, il n'y a personne pour garder mon fils. Et j'ai demandé à ma maman, voilà, je veux m'engager dans cette voie-là, mais j'ai besoin que tu m'aides. J'ai vraiment besoin que tu m'aides. C'est très important pour moi. Si c'est non et c'est ok, je ne t'oblige à rien, je ferai autrement. J'aurai une fille au père ou quoi que ce soit. Mais voilà. Donc ils me soutiennent quand même là-dessus. Et ils m'ont soutenue à mes débuts quand je suis devenue maman et ça m'a permis aussi d'avoir un business aujourd'hui qui a cette importance-là parce qu'ils étaient là au début à dire ne t'inquiète pas, on est là. Il y avait vraiment aussi ce filet de secours, mais ils me laissaient faire les choses. Ils me Ouais, laissaient ça faire les choses. c'est hyper important, je trouve, quand tu es soutenu par ton entourage quand même. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une femme qui a des rêves, qui a envie de se lancer, mais qui n'ose pas franchir le cap? Alors déjà de se poser la question pourquoi elle n'ose pas se franchir le cap, déjà de savoir d'où ça vient, c'est quoi la base. Est-ce que c'est l'environnement familial? Est-ce que c'est des choses qu'elle a appris? Est-ce que c'est des choses qu'elle a entendues? Est-ce que c'est des croyances qu'elle a aussi? Voilà, de vraiment la base, de savoir d'où ça vient. Moi, quand je rencontre quelqu'un comme ça, j'aime bien creuser là-dessus, où elle-même se rend compte en dit, oh, mais quand j'étais petite, en fait, j'entendais ça tout le temps. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ma vie d'adulte, ça a une résonance. C'est un petit peu comme j'ai dit tout à l'heure, si j'avais été pas dans un caractère très très fort, le fait est que mon papa, toute mon enfance, m'a dit ne parle pas trop fort, ne ris pas trop fort, ne te fais pas remarquer. J'aurais pu être quelqu'un de complètement effacé, complètement timide, complètement introverti. Mais ça n'a pas eu cet effet-là sur moi, et heureusement. Donc, je mettrai déjà d'où ça vient. Et ensuite, j'aime beaucoup le lead by example, être le leader par l'exemple et montrer que c'est possible. Je pense que la meilleure des choses que l'on peut faire en tant que femme, c'est de se soutenir, s'entraider, mais montrer la voie, montrer le chemin et montrer qu'une sororité existe et que si moi j'y suis allée, toi tu peux Pourquoi venir pas avec toi? moi. C'est ça. C'est exactement ce que je leur dis, donc on est bon, on est synchro. Ouais, vraiment. Dans ton activité aujourd'hui au quotidien, est-ce que tu as une façon de t'organiser spécifique avec des outils, des rituels, de la création que tu fais à certains moments plus qu'à d'autres? Comment tu fais pour gérer, surtout en tant que maman solo aujourd'hui? Alors moi je suis une fonctionnaire entrepreneur puisque je travaille de 9 heures jusqu'à 16h30, horaire d'école de mon fils. Et j'ai les vacances scolaires, donc il décide même de mes vacances. Donc j'ai un baby boss qui est voilà, très structuré. Donc ça m'a appris à être du coup à prioriser, à lâcher prise, à ne pas être sur mes to-do en me disant il faut absolument que je fasse tout, etc. Donc vraiment ça. Moi, comment je fonctionne? Déjà, je connais mon chronotype.
chose essentielle pour vous les filles, votre chronotype, à savoir que moi le matin, c'est vraiment le moment de la journée où je suis le plus productive. C'est pour ça que je me lève très tôt le matin. Je C'est-à-dire parce que très tôt, Je c'est... me, je me lève à 6 heures tous les matins. Ok. Mon fils se lève à 8 heures. Donc j'ai 2 heures vraiment où je suis extrêmement productive et je commence ma journée, j'ai l'impression d'avoir une deuxième vie. Et les 2 heures que je fais de 6 à 8, ce serait 5 heures que je ferai l'après-midi. Tellement que l'après-midi, je suis la vraie sudiste. Chez moi, c'est la sieste. Écoute, c'est au moins, comme tu dis, c'est que tu te connais. Je me connais. Et le soir, je suis plus dans ma créativité. Donc, si j'ai besoin d'écrire des newsletters, de créer du contenu, d'avoir un visuel, je sais que ce sera plutôt le soir où je vais y mettre une petite heure dessus quand mon fils est couché. Et je sais que voilà, je vais pas forcer finalement quelque chose que je n'ai pas envie. Donc, le matin, je suis pas du tout créative, je suis plutôt dans l'action. Et le soir, je suis plutôt créative. Donc, je mets mes missions finalement au bon moment. Ouais, parce que tu as fait ce fameux test de chronotype. C'est quelque chose que tu as trouvé gratuitement, qu'on trouve, je crois, gratuitement sur Internet, hein. Totalement Il me chronotype. semble que je l'avais fait aussi, hein. Donc il y a ça, puis moi j'aime bien faire ces petits tests qui sont très très bien aussi pour se connaître et savoir comment mieux travailler, en tout cas, bien travailler mais mieux travailler. Et évidemment, je délègue au maximum tous les aspects de ma vie. Je vous explique. Je me fais livrer mes courses. Voilà, je m'amuse plus à passer 1 heure dans un supermarché. Non, je me fais livrer mes courses, ça coûte 10 euros. Eh ben, les 10 euros, ils sont savamment investis quand je vois le temps que ça me permet de On gagner. parle pas de drive, hein. On parle de tu fais tes Ah oui, courses en ligne et quelqu'un te les amène devant ta maison. oui, oui, oui. Donc c'est vraiment, vraiment ça, c'est game changer pour moi. C'est vraiment quelque chose qui m'a facilité la vie et je me rends compte en plus que je dépense moins d'argent en étant à C'est faire sûr. des choses comme ça. Le ménage à la maison, pareil. J'ai quelqu'un qui vient 4 heures par semaine. Voilà, je délègue un petit peu des choses comme ça parce que ça me fait gagner du temps et ce temps que je gagne sur mon business, mais je le gagne aussi avec mon fils. Ouais. Et ça, la petite bulle avec mon fils, elle est vitale pour moi, pour être focus dans mon carburant et dans mon action de business. Donc j'essaye de déléguer un maximum de choses quand je peux me le permettre. En tout cas, il faut le faire. Donc après, c'est des mathématiques à savoir qu'est-ce que je dégage en chiffre d'affaires et en marge avec mon travail. Et du coup, tout ce qui est en dessous, je peux le déléguer. Voilà. Donc il y a vraiment ce petite opération mathématique que je vous conseille toutes de faire. Et ensuite, j'ai une to-do list journalière de choses à vivre, et non pas de choses à faire, mais vraiment des choses à vivre. Du coup, de mettre un peu de positivité dans ma to-do list où c'est pas les trucs à faire, ben moi Tu ça fais m'aide. comment la nuance entre les deux? Ben moi j'aime ce que je fais. Donc D'accord. tout ce que je fais dans ma journée, ben, je le vis pleinement. Oui. En fait, Euh, tu dis pas le mot faire, tu dis je le ouais. vis parce que ça me permet de donner vie à mon activité. C'est juste la formulation qui change tout, Ouais. en fait. De temps en temps, il y a des choses que vous voulez pas faire, mais elles doivent être faites pour arriver au kiff après. Bon, par exemple, je sais pas, moi, je me mets sur les réseaux sociaux, je fais des face cam, etc. Moi, j'ai beaucoup de coachés qui n'osent pas le faire, mais qui le font parce qu'après, elles savent que elles vont avoir des commandes, elles vont faire du chiffre d'affaires, elles vont être contentes. Donc, du coup, c'est passer le truc qui vous plaît pas en pensant déjà au truc qui va arriver après, qui va un peu plus vous plaire. Du Ouais. coup, toutes ces petites choses ben, qui vous empêchent, cette petite zone de confort où vous êtes bien, ben, vous allez plus facilement la dépasser parce que derrière, il y a juste du kiff, il y a juste du bonheur et du chiffre d'affaires pour les personnes qui vont sortir de la zone de confort dans leur business. Voilà. C'est très bien résumé. Donc, j'encourage tout le monde à vivre du coup sa to-do plutôt qu'à la subir. C'est sûr que ça change beaucoup de choses. Euh, donc, toi, t'as délégué côté perso, côté pro, tu as aussi une équipe, hein. T'as pas Et délégué que c'est pas toi qui fais tout, tout, tout. non, Du coup, aujourd'hui, tu gères combien c'est des freelances de mémoire, je crois. Tu gères c'est combien des de freelances. freelances? Alors, j'ai une OBM, donc vraiment un véritable bras droit et deuxième cerveau, enfin qui range en tout cas mon cerveau. J'ai une personne qui s'occupe de mon organisme de formation, donc une assistante d'organisme de formation. J'ai des coachs qui interagissent dans mon programme et j'ai une alternante. Ouais, donc ça te fait une belle petite équipe. Est-ce que tu as appris à être manager ou est-ce que tu as fait sur le tas et on verra? Alors évidemment que quand j'ai commencé ma vie professionnelle adolescente,
Bah, les premiers boulots que j'ai eus, c'était dans les boutiques de mes parents. Évidemment, on va aller dans la facilité. Et j'ai eu un très mauvais manager qui était mon papa. Et je vous conseille d'avoir un très mauvais manager parce que ça vous fait de vous une très bonne manager. Tu fais pas aux autres ce que t'as pas aimé qu'on te fasse, en gros. Exactement. Donc moi j'avais le management négatif, vous savez, qu'on vous dit toujours quand ça va pas, mais jamais quand ça va. Donc moi j'essaye vraiment de faire le contraire. Donc je valorise évidemment mes équipes, je les monte en compétences parce que c'est aussi ce que j'aime faire aussi. J'aime promouvoir l'entrepreneuriat au féminin, mais j'aime promouvoir la femme dans ce qu'elle est, dans sa personnalité, etc. Et c'est pour ça que dans mes équipes, eh ben, je suis un peu leur coach aussi là-dessus, parce que on collabore ensemble, mais on a une vraie relation. Collaborative, c'est-à-dire qu'elles peuvent me challenger comme moi je peux les challenger Hmm. et elles savent que elles sont dans mes moments de stress dans mon business, mais elles sont surtout dans mes moments de kiff. Si tu es dans un moment de stress avec moi, tu seras forcément dans mes moments de kiff. Quand je pars un week-end à Majorque, quand je fais un week-end spa, mes équipes sont avec moi, c'est obligatoire d'ailleurs. Et voilà, on essaye quand même d'avoir cette relation. Je suis pas quelqu'un qui est au-dessus. Il faudrait normalement l'être. Moi, je suis à leur niveau parce que je leur apprends des choses, elles m'apprennent des choses, et je trouve que c'est beaucoup plus sain en termes de collaboration. Ouais, je trouve aussi, et je pense que j'ai un peu la même difficulté de me considérer comme au-dessus parce qu'en fait, on a toutes nos compétences. Elles sont meilleures parfois dans certains domaines et inversement. Et en fait, on se nourrit tous pour en fait avancer dans nos propres chemins. Quand tu dis que tu les emmènes en kiff, c'est-à-dire que tu crées des moments de team building? Oui, en Ouais, fait, ça à c'est chaque fois que je chouette. crée des moments avec mes clientes, elles sont là tout le temps. Donc là, j'ai amené mes clientes à Majorque en avril. Ben, il y avait mes équipes. Là, je vais prévoir quelque chose dans le sud, rien qu'avec elles. Voilà. Donc j'essaye de prévoir des choses parce qu'aussi moi, ben, ça me sort de mon bureau aussi, faut le dire. Physiquement, c'est toujours bien d'être dans l'humain, dans la proximité avec les gens, parce qu'on a quand même des métiers qui sont en ligne pour la majorité. Donc de remettre de l'humain, moi, ça me fait énormément de bien. Et c'est incroyable comme c'est des personnes que je n'aurais jamais rencontrées dans ma vie de tous les jours, parce qu'elles sont même pas géographiquement à côté de chez moi. On n'a pas les mêmes, euh, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt en plus. Donc la vie nous met sur la route des gens. Et quand ces personnes-là travaillent en plus avec vous et vous êtes dans votre business, ben, la moindre des choses, c'est de resserrer les liens par des petits événements comme ça. Je trouve que tu as raison parce que le digital, c'est très bien, mais ça remplace jamais les moments de vie dans la vraie vie et les moments de connexion. Et je trouve que toutes ces parenthèses qu'on va s'octroyer, que ce soit seul ou avec d'autres personnes, je sais pas toi, mais pour ma part, c'est dans ces moments-là que j'ai l'inspiration ou les idées qui naissent en fait. C'est pas en étant devant mon ordinateur, c'est soit pendant que je suis au sport, soit pendant que j'écoute un podcast, soit pendant que je suis en échange avec quelqu'un qui va me partager une expérience ou une façon de faire. Et là, je vais me dire, ah, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Et hop, on se remet devant l'ordi. Et du coup, là, ça fait bouger les choses finalement beaucoup plus vite que si on reste tout le temps devant l'ordi. Je suis aussi une entrepreneur fonctionnaire comme toi, puisque quand je me suis lancée, mes enfants, ils étaient petits. Et donc, du coup, j'étais aussi cadrée sur l'école et je faisais une semaine sur deux les vacances scolaires, une off et une où je travaillais plutôt matin. Et puis je coupais beaucoup plus tôt vers l'heure du midi, mais du coup ça me parle complètement et je pense que du coup c'est plus facile pour nous de s'organiser et de pouvoir kiffer ces moments de vraie vie finalement parce que on se pose pas la question de est-ce qu'on doit couper ou pas parce que de toute façon il y a les enfants qui sont là et il faut s'en occuper. Et quand c'est des ados, bon, ben du coup bah, c'est différent, mais ce rythme-là je l'ai gardé depuis toujours quoi. Ça permet Donc de prioriser. C'est bien. ben, c'est ça. Ouais. En fait, on n'est pas juste des entrepreneurs, on n'est pas juste des mamans, mais on est un mixte des deux et c'est ce qui fait, je pense, notre richesse aussi. C'est ça. Si tu veux bien, on va aborder les moments de haut, de bas, enfin la réalité de l'entrepreneuriat. Quel a été ton plus gros challenge depuis que tu t'es lancé? Mon plus gros challenge depuis que je me suis lancée, mes challenges, j'en ai tout le temps des challenges, mais je me les mets à moi-même, ces challenges. Moi, j'ai vraiment, mais c'est le challenge que je suis en train de faire en ce moment. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je veux briller, je veux sortir du placard parce que j'ai la volonté de beaucoup plus impacter les gens en Mhm. nombre, en nombre. Là, aujourd'hui, je veux vraiment que les gens soient accompagnés. Donc là, c'est mon plus gros challenge, c'est ça. Et c'est bah ouais de me montrer plus, de me valoriser plus, alors que moi je valorise les gens autour de moi.
Je suis vraiment la meilleure apporteur d'affaires de mes copines quand j'aime leur travail, leur expertise. Je parle d'elles tout le temps. Voilà. Là, il va falloir que je remette de la lumière chez moi. Et c'est mon plus gros challenge. Parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui donne, qui donne, qui donne, qui donne. Donc là, je suis en train de le vivre finalement, mon plus gros challenge. Ouais, bon, écoute, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. En tout cas, tu fais tout pour, donc c'est génial. Et ta plus grande fierté ou réussite, du coup? D'être en déséquilibre de mes journées entre la maman et la chef d'entreprise que je suis, parce que je ne crois pas en l'équilibre. Je crois qu'on est déséquilibré tout le temps. Il y a une journée où je suis plus entrepreneur que maman, et il y a des journées où je suis full 100% maman dans ma parenthèse. Et j'arrive bien à gérer ça. J'arrive bien à gérer ça avec un petit garçon qui est heureux, avec une maman aussi qui est heureuse. Donc, je dirais que ça, c'est une grande fierté de montrer qu'on peut être une femme, une maman seule, en plus 100% solo célibataire, avoir une entreprise et avoir surtout un fils qui est équilibré et qui sourit toute la journée. Ça, c'est quand même la plus belle des réussites. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit j'arrête tout? Oh, on dit ça tous les matins, non? Ah ouais, carrément. Moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps en me disant oh là là, je sais pas si je vais continuer et tout. Et c'est vrai, qu'est-ce qui t'a fait continuer? Bah en vrai, j'ai pas envie. C'est juste que là, l'énergie, elle est un peu plus basse. Mais un gros coup de pelle où tu te dis non, mais en fait, là, je vais dans le mur et il faut que j'arrête tout. Ça t'est déjà arrivé ça ou pas? Non, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est Bon, jamais arrivé parce qu'en fait, quand la mission, elle est plus grande que toi, en fait, n'arrête pas, mais repose-toi. Tu vois, c'est ouais, vraiment voilà. ça. Savoir se mettre un peu en retrait, on en parlait justement en off. Savoir se dire bon, ben là, c'est un moment de vie où il faut un peu digérer le truc, on se met un peu en off, on sort un peu moins, on voit un peu de moins de monde pour se ressourcer et pouf, comme je te disais, après on repart, on rebrille et c'est reparti comme avant quoi. Et ça c'est chouette. Mais oui, savoir s'écouter et se mettre un peu en repos, c'est vrai que c'est la clé. Et bien dormir. Et bien, Sur les réseaux sociaux, on reçoit parfois des critiques. Est-ce que toi, tu as déjà eu des réflexions pas très sympathiques ou des personnes qui ont été un peu cash et qui se sont permis de te faire des réflexions qu'ils auraient peut-être pas fait s'ils t'avaient croisé en vrai parce que du coup, tu intimides? alors, sur Instagram, jamais, mais C'est je vrai. suis sur LinkedIn il n'y a pas longtemps. C'est vrai? Ah, moi, j'aurais cru l'inverse du coup. Et sur LinkedIn, là, ce matin, donc je suis à mon deuxième poste, hein, attention, je Ah me suis oui, sur t'es LinkedIn. toute neuve. Combien de temps? On verra. Mes deux posts où la personne disait, mais en fait, ce que tu nous expliques, c'était à ton rôle de coach de le faire. Enfin, un truc un peu piquant, en fait. Je dis, ah tiens, ils sont comme ça sur LinkedIn, ok. Donc moi, ça me dérange pas du tout. Donc j'ai su répondre et elle a liké la réponse que j'ai donnée. Mais non, parce que je suis pas... disons que moi, j'ai une expérience. C'est différent. Moi, je suis entrepreneur depuis j'ai 18 ans. Et en fait, l'expérience que j'ai de mon métier n'est plus à démontrer. C'est comme ça, j'ai eu des boutiques, pendant 20 ans j'étais entrepreneur, j'ai monté une marque. On peut rien me dire, on peut pas m'attaquer sur quoi que ce soit, on peut m'attaquer éventuellement sur le fait est que j'ai des formes, que je suis pulpeuse ou ma manière de parler, pourquoi pas. Pour l'instant ça n'est pas arrivé, et si ça arrive, bah ça arrivera, mais c'est ok. Ouais, bon, tu passes au-dessus, c'est très bien. Ouais. Comment tu trouves ton équilibre entre la créativité, tes idées, tout ce que tu as, parce que je sais que toi, c'était très, très créative, et le côté un peu plus obligation business qu'on a, parce que bah, on n'y échappe pas. Comment tu fais pour trouver ton équilibre entre tout ça et gérer? Alors, ma créativité, comme te l'ai dit en off, et c'est vraiment une phrase, c'est l'angoisse de mes équipes. Et j'apprends vraiment à être, alors c'est pas un peu moins créative, mais à être créative, c'est génial parce que du coup, j'ai plein d'idées. Il y a des idées qui sont là juste pour rester créatives, qui ne seront jamais actionnables quelque part. Mais ça me sert à être créative sur des choses que je vais actionner plus tard. Mhm. Et en fait, je priorise. Je priorise sur deux choses. Si j'ai une vraie astuce. Mes APR et mes APK. APR, c'est quoi? Activité productive de revenus. Donc, je priorise ça. Et APK, activité productive de kiff. Tout ce qui ne rentre pas dans mes APR et mes APK, ça vire de ma to-do list. Ou de Soit ma... ça te ramène de l'argent, en gros, soit ça te ramène Ça du ramène du plaisir. kiff. Ouais. Sinon, on passe à autre chose. Ça J'aime peut pas... beaucoup. Ouais, ça peut passer en second en fait. Ça peut attendre. Je peux être en retard sur ce genre de choses. Mais je priorise ce qui m'apporte du revenu et du kiff. Voilà. Et du coup, ça marche bien. Mm. Après, tu disais que l'équilibre vie pro, vie perso, t'y croyais pas trop.
Mm. que toi tu trouves que finalement c'est des moments un peu de réajustement. Est-ce que tu as quand même mis des choses en place ou est-ce que tu as des outils autres la délégation dont tu nous as parlé, mais est-ce que tu as mis des choses en place pour réussir à tenir le bateau à peu près droit? Je suis transparente avec mon fils que je travaille beaucoup sur l'ordinateur et le téléphone et que il arrive, et c'est bien normal, que je sois tentée à regarder mon téléphone et mon ordinateur quand je suis avec lui. Donc je lui explique et je lui dis normalement, maman devrait être focus sur toi. Donc si tu vois que je suis trop sur le téléphone ou sur l'ordinateur, tu as le droit de me dire, maman, stop le téléphone. Puisque je pense que cette phrase, je lui dirai quand il sera adolescent en plus, donc ce sera juste retour des choses. Donc déjà, j'ai mis ça en place avec lui, ça marche très bien. Vraiment. C'est-à-dire que quand j'abuse un petit peu parce que je suis en lancement, parce que j'ai une coachée voilà, qui est en urgence de quelque chose, ben, moi je suis assez disponible pour elle. J'abuse un petit peu sur le téléphone et ça peut m'arriver. Et lui, il est vraiment mon garde-fou là-dessus. Deuxième chose, j'oublie volontairement mon téléphone et toute distraction quand je fais quelque chose. Par exemple, je vais dans un centre commercial, je vais à la fête foraine, je vais me promener avec lui, je vais faire du vélo avec lui. Je n'emporte jamais mon téléphone. Jamais. T'es toute nue. Moi j'appelle ça être toute nue. Ouais, Je au pense début, qu'il faut c'était que difficile. j'essaye. Ouais, parce que je pense que c'est un apprentissage. Je le laisse de plus en plus dans des endroits et je fais autre chose. Et j'ai les modes ne pas déranger pour pas être sollicité. J'ai coupé toutes les notifications pour, voilà, tu vois, dans ces moments où tu as besoin de te recentrer, je me suis dit, j'ai besoin de me couper un petit peu. Ça me fait énormément de bien. Mais par contre, c'est toujours l'angoisse de me dire si je le laisse, est-ce que s'il y a il y a une urgence, et en fait, tu me confirmes qu'en fait, on va pas mourir. On va pas mourir, on n'est pas chirurgien, voilà. Donc les gens peuvent attendre notre réponse. Alors ça veut pas dire que je ne pense pas au business, parce que ça c'est, j'aimerais tellement trouver ce bouton off dans mon cerveau, je l'ai toujours pas trouvé. Ça veut pas dire que je pense pas au business quand je suis avec lui, mais j'ai toujours un papier et un stylo. Ah oui, j'allais dire comment tu fais parce que c'est souvent moi du coup que je note et je le mets dans mes notes ou dans ma to-do Ouais. perso. Du coup, tu as un papier, un stylo et après tu Papier, remets au propre. ouais. Papier, stylo, carnet, papier, stylo, tout le temps. Donc du coup, ce qui est cool, c'est que papier, stylo aussi pour mon fils, parce que pendant que je suis en train d'écrire quelque chose, au moins il peut dessiner, il peut faire quelque chose. Mais vraiment, voilà, j'ai ces petites astuces-là, en tout cas, qui me permettent de déconnecter et d'avoir des vrais moments avec lui. Et surtout d'avoir cette honnêteté et des conversations alors qu'il a 4 ans et demi, de lui dire, voilà, maman, elle est comme ça, maman travaille comme ça. S'il y a des moments où tu vois que tu as le droit de me le dire, moi, quand il y a quelque chose que tu fais pas bien, je te le dis aussi. Donc voilà, il y a vraiment du respect entre nous. Et du coup, bah, c'est un petit garçon qui, de temps en temps, dit, maman, le téléphone, range-le. Et je le range, vraiment. Et j'espère qu'il aura cette même obéissance quand il sera adolescent et qu'il sera un petit peu trop sur son téléphone ou sa tablette de jeu. Eh bien écoute, on en reparlera dans quelques années. T'as encore un peu de temps. Quel conseil tu aurais aimé recevoir quand t'as débuté? Ou est-ce que t'as reçu un conseil de la part de ta famille qui t'a aidé quand tu t'es lancé? Alors, le conseil que j'aurais aimé recevoir correspond à ma personnalité, c'est-à-dire que moi, je suis très gentille, très bonne poire. J'ai tendance à voir toujours le positif chez les gens et à toujours avoir le bon chez les gens. Et je me suis fait avoir mais des millions de fois. Et à chaque fois, on ne m'y reprendra plus. Mais bien sûr, ça fait partie de ma personnalité. J'ai une C'est petite naïveté. confiance. Ouais, j'ai une petite naïveté comme ça. Mais c'est comme ça et je le sais et je l'accepte. Maintenant, aujourd'hui, je l'accepte, je suis comme ça et c'est OK. Mais j'aurais voulu qu'on me mette une liste de red flags que j'aurais pu déceler chez certaines personnes pour ne pas avoir bah, de rupture alors amoureuse, amicale, business aussi. Voilà, parce que ça te rend triste, ça te fait perdre du temps, tu mets de l'énergie avec des gens qui finalement te laissent aussi. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent bah, faire que, oui, perte de temps, perte d'argent et surtout un petit cœur brisé. Donc oui, dans le business, j'aurais bien voulu qu'on me dise, attention, il n'y a pas tout le monde qui est aussi gentil que toi, il n'y a pas tout le monde qui est dans le don de ses connaissances ou qui a plaisir, en tout cas, à entraider la personne qui se trouve en face d'elle. Non, non, il y a des gens qui sont là vraiment pour te mettre des bâtons dans les roues.
Bon, écoute, heureusement, c'est pas la majorité, mais effectivement, il faut apprendre à développer son intuition par rapport à ça. Oui. Qu'est-ce qui te pousse le matin à te lever et à continuer même quand c'est dur? Ma mission de vie qui est plus grande que moi. C'est-à-dire aujourd'hui, le commerce, c'est le squelette de notre économie. Je vais devenir ministre des commerces, vous allez voir un jour. On va voter pour toi. On va voter pour moi, n'est-ce pas? Et puis surtout, je suis extrêmement girl power. Mais enfin, derrière moi, vous voyez pas, mais il y a des affiches girl Il y power. a Enfin, plein d'affiches, moi je les ai vues tout à l'heure, elles sont roses et bien dynamiques, girl power, parfait. très, très girl power, vraiment la femme qui prenne son pouvoir, qui brille. Enfin, c'est quelque chose. Voilà. Années 80, je pense que je suis aussi génération Spice Girl qui nous ont appris le girl power. Mhm. Donc il y a vraiment ce truc-là parce que pour moi, ce qui me fait très mal à l'intérieur de moi, c'est quelqu'un qui se gâche, quelqu'un qui ne voit pas son potentiel, et surtout les femmes qui ne voient pas leur potentiel. C'est quelque chose qui peut vraiment moi, me rendre folle, me rendre triste, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui me drive le matin, de dire comment je vais impacter la vie des gens autour de moi aujourd'hui. Et je me lève du coup très tôt pour ça. Et voilà. Ouais, merci. Qu'est-ce qui nourrit ton audace dans le quotidien? Qu'est-ce qui nourrit mon audace? Les rencontres que je fais au quotidien. Mes coachés, les gens en mastermind, les personnes que je rencontre aussi dans la rue. Je discute avec tout le monde. Je suis très très sociale comme personne. Et en fait, l'inspiration des rencontres humaines, je dirais, ça nourrit vraiment l'audace que je peux avoir dans mes actions, dans mes idées, dans ma créativité. Je vois une opportunité partout parce que je discute avec les gens. Et je Oui. pense que si vous restez dans votre coin, dans votre bulle, vous ne voyez jamais les opportunités qui s'offrent à vous parce que vous n'êtes pas ouverte et en veille de votre environnement. Donc être en veille de son environnement, ça vous permet d'être beaucoup plus audacieuse. Oui, puis de se laisser la possibilité de se laisser surprendre par ce qui vient à nous, en fait, quand on ose sortir ben, de chez soi ou de sa zone de confort, finalement. Exactement. Est-ce que tu as une femme, connue ou pas, qui t'inspire particulièrement? Une femme qui m'inspire particulièrement. Alors, qui... J'aurais dû te l'envoyer avant pour que tu réfléchisses. Ouais, Celle-ci, je te l'ai pas alors, envoyée. une femme qui m'inspire, quelle est la femme dont je parle tout le temps éventuellement? Alors, très bizarrement, je vais te dire Gabrielle Chanel, Coco Chanel, Hmm. voilà, par son féminisme, par son girl power, par ses phrases qu'elle dit, copier mes idées, j'en aurai d'autres, enfin, par ce côté, ouais, je dirais, ouais, Coco Chanel. Ouais, c'est vrai qu'elle a un super côté assumé et ça, c'est Ouais, chouette. C'était hyper novateur en plus. totalement. Si on projette Amy dans 5 ans, ça ressemble à quoi? Dans 5 ans. Alors, je dirais que je commence aujourd'hui à réaliser un rêve, c'est-à-dire d'investir dans des entreprises et des projets portés Hmm. par des femmes. J'aimerais, dans 5 ans, avoir le début d'une démarche pour monter un incubateur et aider encore plus à grande échelle des projets, des entreprises de femmes. Ah, c'est un beau projet. Si la petite Émilie, non, si la Émilie d'aujourd'hui écrivait une lettre à la petite Émilie d'avant, là, tu lui dirais quoi? Alors, je lui dirais de pas écouter les gens quand on lui dit qu'elle a un mauvais caractère, que ce caractère aussi fort et ce côté très piquant va lui servir dans sa vie du quotidien en étant adulte et de ne pas laisser les autres écrire son histoire, Ouais. que l'histoire qu'elle se donne dans sa tête sera pas forcément celle-là qu'elle va vivre. Parce que moi, je voulais être maman, mariée, une maison, etc., etc. J'ai plus de tampons dans mon passeport que je ne l'aurais imaginé. Voilà, on va dire ça. Mais qu'elle se laisse surprendre par le quotidien. Il y a un truc, Einstein disait qu'il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui voient que des miracles dans leur quotidien et d'autres personnes qui ne voient rien. Et moi, je crois que je suis une personne où je lève beaucoup les yeux en voyant que des paillettes et des miracles dans mon quotidien. Et je voudrais pas qu'elle lâche ça, cette petite fille. Mm. Ouais,
C'est beau. En un mot, pour toi, c'est quoi être audacieuse? Être audacieuse, c'est prendre le pouvoir de sa vie. Le pouvoir de sa vie, le pouvoir de ses décisions et de les assumer. Voilà, il faut, je crois, beaucoup d'audace pour faire ça. J'aime bien ta définition. Alors, on arrive sur les dernières questions un peu plus popcorn. Tu nous as dit que tu te levais le matin, que tu avais 2 heures devant toi, mais en fait, c'est quoi ton rituel du matin pour commencer la journée avec énergie? De la musique. Je mets Stevie Wonder, je mets Jamiroquai, je mets de la musique. Vraiment, je danse dans mon bureau qui est à l'opposé de la maison, heureusement pour mon fils. Je commence ma journée avec la musique, ouais. Ouais, ça te met dans une Ouais, bonne dynamique en tout cas. ouais. Si tu avais un livre ou une ressource à nous recommander pour les femmes qui nous écoutent, ce serait quoi? Je suis très podcast, extrêmement podcast, que je mets dans mes oreilles dès que je fais quelque chose. Moi, j'aime les parcours de vie. Mhm, J'aime notamment le podcast de Guillaume Play qu'on a rencontré, Legend. mhm. Voilà, j'aime ces parcours de vie. Alors, parcours de vie positif quand il y a des choses un petit peu tracassées et qui On va... a compris que ça allait à l'opposé de ta personnalité. Je crois que Voilà, c'est pareil. Moi, je passe de côté. voilà, m'angoisser dans ma vie de femme et de maman, je ne vais pas y aller. Et sinon, j'aime beaucoup le podcast de Sandra Verger, Les Locomotives. Ok. J'aime beaucoup, ouais. Ok. Un mantra, une musique ou un objet qui te redonne confiance quand tu doutes? Alors, moi, je fais un vision board, un tableau des rêves chaque année. Tu le fais à quel moment? Moi, je le fais en fin d'année pour Fin l'année d'année, prochaine. c'est ça, fin d'année. Et il est dans mon fond d'écran, fond de téléphone, il est sur mon frigo et il est dans mon bureau. Ah oui, Parce que si vous faites un vision board et que vous le regardez jamais, ça ne peut pas marcher. ça, c'est pas faux. Et en fait, à 80% de mon vision board chaque année est rempli. Voilà. Et quand j'ai un peu la flémingite aiguë qui arrive ou que ouais, je suis fatiguée ou pas dans une énergie très positive, parce que ça peut aussi arriver. Le fait est que je regarde ce vision board en me disant, ouais, mais attends là, la Émilie qui a fait ce vision board, est-ce que la Émilie qui est aujourd'hui tend à aller là-dessus? Ah, je crois pas, non. Donc en fait, bam. Et ça me remet dans une énergie parce que je m'imagine dans cette maison à Ibiza, je m'imagine dans cet avion à aller au Japon, enfin voilà. Donc ouais, ouais, très important le vision board. Pour avoir l'adresse dans le GPS. Si vous ne mettez pas une adresse dans le GPS, si vous avez en plus un sens de l'orientation aussi pourri que le mien, vous allez vous perdre. Oh, Donc, que moi! voilà, avoir Ah, l'adresse dans le GPS. Voilà. ouais, ma meilleure amie pourra attester que mon sens de l'orientation est pourri. Je nous ai perdus une ou deux fois avec un navigateur. Bon, bref, passons. Le vision board, moi j'en ai fait un sous-main où en fait je fais du découpage de magazines et depuis toute petite, je fais, depuis que j'ai des agendas, je sais pas toi, mais avant j'avais les agendas papier et pour ma rentrée scolaire, je me découpais tout ce qui me plaisait, les personnalités, les mots, etc. Et je me faisais déjà un vision board en agenda. Et là, maintenant, c'est mon sous-main avec une planche transparente dessus, ce qui fait que dès que je suis assise au bureau, soit tous les jours, en fait, je le vois et c'est vrai que ça aide à se demander si effectivement les choix, les décisions qu'on est en train de prendre, est-ce que ça tend à aller vers ça ou est-ce qu'au final non? Et ça aide des fois à remettre les choses un peu dans une bonne perspective en tout cas. Et le faire avec ses enfants, très Ouais, important. aussi. Le faire avec ses enfants pour leur dire, tu as le droit de rêver, tu as le droit de dire que tu veux un ranch de licorne. Et qui je suis pour te dire qu'un jour on ne trouvera pas une licorne en plus. Donc de leur dire, mais tout est possible. Si tu veux avoir un ranch de licorne, tu auras un ranch de licorne en fait. Si tu veux un dinosaure bon, ça peut être sympa d'avoir un dinosaure en animal de compagnie, mais bref, bah oui, bah, tu peux avoir un dinosaure en animal de compagnie. Donc, apprendre aussi à rêver aux enfants, bah, il faut aussi, nous aussi, qu'on ait notre vision board d'adulte pour leur apprendre aux enfants à faire de même. C'est vrai. Bon, petite parenthèse sur les dinosaures, je sais pas si tu as vu, mais ils ont rééveillé ou réintroduit des loups géants qui avaient disparu. Donc,
Bon, tu sais, la fiction, la réalité, aujourd'hui, tu as raison, on sait plus trop à ce qu'on va avoir demain. Des fois, ça peut être flippant, mais ne coupons pas les rêves en tout cas. Si tu devais partir sur une île déserte avec une seule pièce, alors j'avais mis ton dressing, mais c'est peut-être pas forcément ce qui te viendra à l'esprit, mais si tu devais partir avec une seule chose avec toi, ce serait quoi? Un énorme chapeau, mais énorme, vraiment le truc, tu vois. Grosse capeline, là? Ah ouais, parce que le soleil, quand on a plus de 40 ans, c'est pas ça. Coquetterie quand même. La coquetterie, parce que si j'ai pas la crème solaire, qu'on ait au moins l'énorme chapeau. Donc c'est la Pourquoi première pas? chose qui me vient là, vraiment. Ouais, mais écoute, ça me va. Est-ce que tu as un rêve un peu fou ou qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années? Le rêve un peu fou, ce serait d'avoir un impact sur les lois et sur les choses qui permettent d'aider aujourd'hui les entrepreneurs dans une généralité, hein, pas que les femmes, les entrepreneurs dans une généralité, que ce soit leur droit à la formation, que ce soit les choses qui sont mises en place dans notre pays. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que j'aimerais avoir un incubateur, créer quelque chose en tout cas qui impacte les femmes et qui les aide et les porte dans leurs projets en ayant les outils, en ayant les ressources, en ayant les mentors qu'il leur faut. Parce que quand les femmes se réveillent et s'entraident, il y a des choses incroyables qui se produisent. Et je pense que ça peut sauver pas mal de choses. Donc ouais, j'y crois très fort. Eh ben écoute, on te le souhaite. On arrive à la fin de cet échange. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu voudrais ajouter ou compléter avec peut-être une question que je t'aurais pas posée? Disons que j'espère qu'en tout cas notre échange aura inspiré pas mal de femmes à être encore plus audacieuses qu'elles ne le sont et surtout qu'elles retiennent que rien n'est impossible. À qui ne rêve pas et n'abandonne pas, on va faire Xavier Dolan, mais euh, non, mais vraiment que rien n'est impossible. Il faut juste y croire. Voilà, tout ce que tu imagines, tu le crées et réellement c'est ça. Donc, imaginez grand, imaginez beau, imaginez positif. Merci à toi en tout cas pour ce bel échange de cœur à cœur. Et puis, ben, pour retrouver Amy, je vous mets les liens pour la retrouver sur Instagram et sur LinkedIn. N'hésitez pas à la contacter. C'est toi qui réponds en direct? C'est moi qui réponds en direct. Alors, allez-y et puis partagez-nous ce que vous avez pensé de cet échange. Merci beaucoup, Émilie. Merci à toi. Au revoir.